Salut, c'est Mid, on est chez Sono Ventura, on va diguer quelques pépites et on va essayer de raconter quelques histoires. On va commencer par celui qui est devant mes yeux. Je vais commencer par la simplicité parce que je le vois. The Prodigy Experience. C'est non pas le premier vinyle que j'ai acheté, mais c'est le premier CD que j'ai eu et qui m'a marqué quoi. Je l'avais en CD, le CD était tellement rayé déjà quand je l'ai récupéré que c'est le genre de CD que tu étais obligé d'ouvrir ton Discman et de le refermer plusieurs fois jusqu'à ce que le disque prenne et se mette en route. C'est une leçon de sampling et une leçon de comment faire un truc radical mais pop quoi. Et tu l'as réécouté après, il t'a réinspiré plus tard? Ça m'a inspiré dans le côté, c'est pas parce que un morceau est de la drum and bass à 170 BPM que ça peut pas être un tube quoi. Il y a ce mélange parfait entre dance, drum and bass, sampling de génie quoi. C'est-à-dire même aujourd'hui c'est un morceau que tu le joues, même si tu le connais pas, instantanément il te fait danser, il te met dans une vibe de vouloir tout casser. Prodigy, incroyable. Et c'est les prémices de leur gros tube mainstream de Smack My Bitch Up, etc. Et à côté, je prends, juste pour raconter, le Fuse. Mes premières soirées en club à Bruxelles étaient au Fuse. Et on va dire peut-être les premières soirées en club de ma vie. Le Fuse, j'y ai joué d'ailleurs plusieurs fois. Et c'était toujours des soirées mémorables. C'est-à-dire comment à la fois tu peux aller mixer et avoir une duvel. C'est ça mes bons souvenirs du Fuse. Nickel. Quel rapport t'as avec justement la scène belge et la fête belge au final? Faut savoir qu'à Lille, on était pile à un carrefour entre plein de culture clubs. C'est-à-dire il y avait la culture club de Paris, la culture club de Bruxelles, la culture club de Londres. Donc forcément on était imprégné quand tu es un jeune musicien électronique par toutes ces différentes culture clubs. Et Bruxelles c'était la plus proche de Lille et aussi la plus accessible et peut-être la plus accueillante. Et aussi la plus extrême. Et quand t'as 18 ans que tu fais de la musique électronique, t'as envie de ce côté un peu punk en club et radical. Et j'ai toujours fantasmé entre mes 12 et 18 ans sur les flyers que je voyais passer du Fuse parce que forcément ils débordaient jusqu'à Lille. Et je me suis toujours dit, faut que j'aille voir ce qui s'y passe et j'ai pas été déçu. Et après avec ta carrière de DJ justement, t'as gardé un lien fort avec cette scène belge? Ouais, c'est une culture clubbing, en fait je dirais plus qu'une culture de musique électronique. À Bruxelles c'est vraiment une culture clubbing, une culture de... On n'a pas besoin de chichi pour faire de la bonne musique et pour passer une bonne soirée. C'est souvent très axé sur une qualité de son excellente, du son très fort. Je suis ressorti de beaucoup de sets en Belgique avec des acouphènes, mais bon, elle fonctionne encore. On peut continuer le digage. Est-ce que tu dirais que l'underground ça existe encore? Est-ce que l'underground existe encore? Ouais. En tout cas, il y a différents styles de musique. On va dire surtout différentes peut-être manières de la vendre et différents circuits et différentes scènes. Après, tout s'influence. Mais c'est comme si pour moi, il y avait des scènes qui étaient plus axées dans la recherche, dans la niche, dans la recherche de l'accident. Et une autre part qui serait plus mainstream et qui servirait de ce qui a été fait dans la recherche pour toucher le plus grand nombre peut-être. Mais je n'oppose pas les deux, en tout cas c'est deux mondes qui s'inspirent l'un l'autre parce que sans une culture mainstream, à un moment il y a aussi des choses qui coulent de ça et qui inspirent des contre-cultures par exemple. C'est comme le donuts et son trou, tu vois. Un donuts sans trou, c'est un beignet quoi, tu vois. Et pourtant le trou est un trou. Miss Kittin, Requiem for a Hit. Excuse me, would you mind to pump? Bon, excellent. Alors surtout c'est un des premiers disques que j'ai acheté de ma vie. Quand j'ai commencé à vouloir mixer, j'ai vu des DJ, c'était Fatboy Slim à l'époque que j'ai vu en vidéo, j'avais acheté un DVD et je me dis j'ai envie de faire pareil quoi. Excité sur scène, il joue que des bêtes de tracks dont j'ai jamais entendu parler, devant 200 000 personnes à Brighton et je me dis je veux faire pareil, tu sais c'est comme si tu voyais une vidéo de Woodstock et que tu as envie de la même guitare que Jimi Hendrix. Là je voulais 2 platines, un mixeur donc je me suis débrouillé pour avoir ça, rassembler des anniversaires et des Noëls et avoir ça. Et j'allais au magasin de disques de Lille qui
s'appelait US à import. Et vu mon maigre budget, j'achetais un disque par semaine. Et je le mixais en fait avec le disque de la semaine d'avant quoi. Et j'apprenais comme ça à mixer au fur et à mesure et à construire un set. Et ben celui-là, le Miss Kittin, j'avais bien halluciné. Parce qu'il y avait à la fois cet esprit à l'époque Electroclash justement qui était assez excitant et à la fois un côté techno que j'avais jamais entendu. Et aussi il y avait ce truc où forcément quand t'es jeune, je pense que je devais avoir 16 ans, je me suis dit ah ouais mais en fait on peut chanter en français sur de la musique que je trouve ultra cool et c'est possible de faire des crossovers de genre et que ça donne des morceaux genre excitants. C'est comme quand tu vas chez le psy et qui te dit ah oui mais ça vous devez faire ça maintenant parce que dans votre enfance ceci. Peut-être que ce disque et que les autres disques de Miss Kittin à l'époque m'ont inspiré pour mélanger les genres et essayer des nouvelles choses. Ok ouais justement toi tu mélanges aussi les genres dans ta création, dans ta production. Ça fait partie de ce genre d'inspiration Sûrement en fait, en tout cas c'est les morceaux que tu rencontres qui font que dans un coin de ta tête, ta recette change et que tu es influencé quoi. Écouter de la musique pour un musicien c'est comme aller à la gym tu vois, c'est-à-dire il y a certains muscles qui vont plus se développer que d'autres, tu vas avancer, tu vas apprendre à faire des choses et forcément tu es influencé en bien ou en mal pour faire de la musique donc c'est sûr que chaque disque que j'ai écouté dans ma vie à un moment il reste un petit peu consciemment ou inconsciemment dans ma mémoire. Ah ouais, Sébastien, bah, qu'on ne présente plus. Bah, déjà un big up à Headbanger, c'est la famille. Sébastien, c'est la radicalité à l'état pur, mais sans aucun flex quoi. C'est-à-dire, il ne joue pas du tout de sa radicalité. Pour lui, c'est naturel. Aujourd'hui, quand tu es en studio avec un artiste et qu'on te parle de la France, on te parle forcément de Daft Punk, on te parle souvent de Justice, mais les producteurs sont traumatisés par Sébastien parce qu'ils ne comprennent pas d'où viennent ses idées. On pense par exemple au morceau qui s'appelle Motor, qui est juste une montée de plusieurs minutes, juste un c'est hyper inspirant parce que cette radicalité l'a amené à bosser avec des artistes légendaires qui justement cherchent le côté unique, le côté nouveau et surtout quelqu'un qui ose quoi. C'est toujours plus sexy d'avoir quelqu'un en studio qui va nous montrer quelque chose qu'on n'a jamais vu plutôt que quelque chose qu'on a entendu 1000 fois. Là pour le coup Sébastien il réussit haut la main et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à bosser avec Frank Ocean, Charlotte Gainsbourg, etc. Et dire que ça part d'une montée de 5 minutes, c'est assez excellent quoi. Tu disais justement c'est la famille Headbanger, t'en fais partie aussi. Ouais. C'est justement des gens avec qui tu bosses, avec qui tu crées en studio Il y a cette famille Headbanger et on est amis et je pense qu'on s'inspire les uns les autres mais c'est très rare qu'on aille en studio ensemble. Assez souvent, on découvre les disques les uns des autres une fois qu'ils sont sortis. Et on s'envoie des petits messages en disant génial ce morceau, celui-là est super, trop content, j'aime celui-là. Ou alors on joue même les morceaux des uns des autres, mais c'est rare qu'on soit en studio dans les moments de création. La dernière claque que j'ai prise de chez Headbanger, on peut dire que c'est le Neverender de Justice. C'est ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est qu'il n'a pas du tout le format hit qu'il est devenu aujourd'hui. Et forcément, avec le temps et la perspective, tout s'aligne et ça paraît évident. Et je trouvais ça assez couillu de la part des deux Justice d'avoir ramené Kevin Parker sur un morceau de cette manière. Je suis très mauvais en nez de qu'est-ce que va être un hit ou qu'est-ce que ne va pas en être. J'aurais pas parié dessus, mais je le trouvais super. Alors, je vois un Moody Man, c'est marqué Do not open, please ask the seller. Donc, inspiration dans la créativité et dans le DJing.
et dans le mélange. Les Français, et vu que je suis dans un environnement très français, la manière de mélanger les genres, c'est censé être notre spécialité. On est bon en mélangeage de choses. En découvrant Moodymann, j'ai vu qu'on pouvait mélanger les genres, mais d'une autre manière. Et lui, je pense que ça vient de sa culture soul forcément, mais de sa culture aussi de DJing. Et les DJ sets de Moodymann sont passionnants, quoi. Parce qu'il n'y a pas forcément cette volonté à tout prix de faire danser. Il fait danser, mais d'une autre manière. Il t'emmène dans un voyage. Je ne vais pas me lancer dans les DJ doivent raconter une histoire, etc. Mais en tout cas, Moodymann y arrive, quoi. Et aussi, il y a quelque chose dans ces DJ sets où il n'y a pas cette obsession de les bras en l'air et un format très classique de un tool, une montée, un drop, une deuxième montée, un drop. Il emmène dans le DJing quelque chose d'autre où on peut arrêter la musique, où on peut parler, où en effet on va plus loin et qui ressemble à sa personnalité. Et même si je suis pas aussi radical que lui en DJ set, forcément ça invite au digging et à aller un peu plus loin, quoi. Et tu parlais de mélange des genres aussi. Il y a quand même un point de ta carrière sur lequel je voulais revenir, que tout le monde ne sait pas forcément. Tu as eu un prix, je vois un bac de rap derrière moi, c'est ça qui m'a inspiré, pour Champs-Élysées. Hey, les petits sont mûrs, la vaisselle dure. C'est quand même assez étonnant par rapport au reste de ta carrière. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire? Il faut savoir que dans le rap, beaucoup de producteurs ont la curiosité et l'envie d'aller plus loin, vu qu'il y a une production de rap qui est énorme. Il faut avoir le morceau le plus frais, l'idée la plus fraîche. Et en fait, ceux qui ont compris, c'est ceux qui vont chercher les sources d'inspiration ailleurs, hein, plutôt que recreuser dans le même trou et dans la même mine en espérant qu'il y ait des nouvelles pépites d'or qui soient apparues. Autant aller creuser chez son voisin et voir ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est DJ Core, qui est un producteur légendaire de rap français depuis plus de 30 ans, qui est venu me demander d'essayer quelque chose pour SCH, donc qui était déjà quelqu'un, hein, mais qui c'était encore ses premières C'était première mixtape, c'était à 7. Première mixtape, ouais, exactement. Et donc il s'avère que j'ai eu soit la chance du débutant, soit justement le détachement qui a fait que moi j'ai vu SCH sous un autre angle, avec l'aide de Core qui a ce spectre rap et qui a cette science du hit et cette science du hook. Ce mélange en fait a fait Champs-Élysées, qui est devenu un classique du rap français. Et c'est une leçon que j'ai jamais oubliée, que j'essaie toujours de reproduire maintenant en studio, c'était de toujours créer l'accident plutôt qu'essayer de faire du ton sur ton. Parce que quand on écoute Champs-Élysées, c'est quelque chose qu'on n'a pas réentendu après, c'est quelque chose de très particulier dans l'instru. Les morceaux qu'on aime et les morceaux qu'on appelle des tubes, c'est rare, ou des morceaux légendaires ou des morceaux uniques. Ce sont en effet des morceaux qu'on n'entend pas ailleurs, c'est-à-dire la beauté, elle est souvent dans le côté unique et pas dans le côté universel, quoi. On connaît bien les images des photos de gens hyper symétriques et hyper parfaits. Il y a toujours un peu un côté flippant et froid. Moi, je suis toujours plus attiré par les personnages qui ont des strabismes. Nickel. Ah, Laurent Garnier. Laurent Garnier, DJ, producteur et patron de label, fait partie des grands noms de la musique électronique. Sa réputation dépasse de très loin les frontières françaises. Légende, soit ça on connaît, mais j'aime la manière dont il grandit et vieillit en tant que DJ. On vieillit tous, hein, donc c'est pas le fait qu'il soit vieux ou pas. Et j'aime qu'il ne fasse pas une course au jeunisme, mais au contraire, je le trouve remarquable et exemplaire dans sa manière de vivre sa vie de DJ de manière chill, avec tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il continue à construire, et à quel point il écoute encore la musique avec sa vision de Laurent Garnier et pas avec une vision comme certains DJ pourraient vieillir en essayant de refaire des trucs de jeunes et essayer à tout prix de rattraper le temps qui passe. Laurent Garnier, il se bonifie avec le temps, en fait. Laurent Garnier est un bon vin. Et surtout, c'est une personne extrêmement gentille. J'ai eu la chance qu'il remixe un de mes morceaux.
c'est un des meilleurs remixes que j'ai eu de ma vie parce qu'il l'a remixé en respectant l'original et juste en la rendant mieux. C'est rare, il en a fait un hymne de club que je joue extrêmement souvent, qu'il joue souvent. Voilà, déjà, rien que pour ça, en fait, rien que pour un big up, meilleur remix que j'ai eu de ma vie, Laurent Garnier. Et justement, tu parles de scènes où tu le joues, etc. Lui, il a récemment déclaré qu'il allait arrêter les grosses scènes, etc., qu'il allait se concentrer plus sur quelques dates et plus des plus petites. Qu'est-ce que tu penses de ça À un moment, il faut aussi s'écouter. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, avec le temps, il faut faire de plus en plus gros, de plus en plus énorme, devant de plus en plus de monde. Et en fait, peut-être pas. En fait, peut-être qu'on peut s'écouter à un moment. Que la vie est longue et que ouais, on peut à un moment avoir envie de faire une scène plus petite, à un moment d'avoir envie de faire des scènes plus grandes. Laurent Garnier m'a prouvé qu'en fait, en suivant ce qu'on a envie de faire et en étant droit avec qui on est, ça paraît très cheesy hein, quand je le dis comme ça. Faut mettre des petits cœurs emoji autour de moi. En fait, le public suit et qu'il faut pas avoir peur. Et c'est un artiste qui n'a pas peur. Et ça fait plaisir. Et toi, c'est quoi ton mood en ce moment? Qu'est-ce que tu as le plus envie sur scène, etc. Pour le coup, moi j'ai très envie d'augmenter le BPM, de passer de la journée un peu plus à la nuit. Et donc là, cet été, je serai moitié en DJ set et des dates en festival en live. Mais tout ça pour une version très nuit de mid. Et pendant que tu fouilles, j'avais quand même une question sur ton nouveau single. Je pense que tu as un t-shirt en conséquence. Ah ouais. All that glitters not gold. Mais pour toi, qu'est-ce qui est d'or dans ta vie, dans ta création? C'est les petites choses qui me font kiffer dans la vie et d'avoir le temps, l'énergie et les moyens de le faire. C'est pas des grosses envies, mais ça va être ce que je me retrouve pas à DJ si j'ai pas envie de le faire, que je puisse être heureux de le faire devant un public que je kiffe. De pouvoir être au studio quand j'ai besoin d'être en studio et de m'exprimer, que je puisse me reposer quand j'ai envie ou besoin de me reposer, que je puisse être avec mes potes quand j'en ai envie, de pouvoir organiser ma petite vie autour de ça. C'est le principal, avec souvent la musique en première. Si elle n'est pas au centre de ma vie, je suis assez malheureux. C'est les petits kiffs de tous les jours. Au final, c'est ce qui brille pour toi et qui est d'or. Exactement. So thankful for a new